La première, 11h midi, question clé question clé. avec Véronique Tiberghien. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute de cette émission. La question clé du jour, peut-on et comment surtout peut-on freiner les discours haineux sur Internet ? Les jeunes sur Internet sont de plus en plus souvent en contact avec ces propos haineux, voire harcelants. Racisme, sexisme, discrimination sont trop présents sur les réseaux sociaux. Et dans la lutte contre ces discours destructeurs en ligne, eh bien la Belgique, comme plusieurs pays européens d'ailleurs, s'est dotée d'un bataillon de cyberpatrouilleurs. Ce sont les cybercracks. De quoi s'agit-il ? Comment ont-ils été formés ? Quel impact attendu ? Les internautes peuvent-ils vraiment agir ? Réponse avec nos invités, mais avec vous aussi. Vous êtes d'ailleurs peut-être tout comme moi, lorsque vous assistez à un échange de discours haineux, discriminatoires sur Internet et particulièrement sur les réseaux sociaux comme Facebook, eh bien, vous avez tendance à ne pas forcément agir. Vous ne répondez pas. Éventuellement, vous faites un tri dans vos contacts, mais vous n'instaurez pas une sorte de dialogue. Et pourtant, c'est ce que nous devrions tous faire. On va donc en parler. Si vous avez décidé d'agir, eh bien, n'hésitez pas à nous dire comment au 02 737 26 06. C'est Sandra qui prend vos appels aujourd'hui. Sandra Varas, Catherine Sorel, derrière la préparation, évidemment, de cette émission. Nous en parlons également sur les SMS au 60 31. Mais vous pouvez aussi laisser vos messages sur le site lapremière.be en cliquant sur l'icône de l'émission. Partagez votre expérience au 02 737 26 06. 11h midi sur la première, Question clé. question clé. Parce que si l'ennui est le père de tous les vices, tu vois, faut se poser la question de savoir c'est qui en tire les bénéfices. À ton avis, c'est qui? Bah, moi je pense, tu sais que... Si l'ennui est le père de tous les vices, Internet en tire les bénéfices. Confiné, protégé par un pseudonyme, cadavre exquis. Un pack de pierre, un tube de vitamines, les groupuscules sévissent. Le message est viral, la haine est latente, sans raison véritable. Derrière l'écran, ils sont forts, ils sont tout puissants. Orgueil illégitime, et puis tourne avec le vent. Anonyme, le crime paraît si facile. Et succomber, nombreux sont ceux qui vacillent. Ça fait un bail qu'ils ont perdu le fil. Grotesque, comme un funambule qui a peur du vide. Petit bourreau, tes victimes sont de chair et d'os. D'hommes et de femmes, d'adolescents et de gosses. Hors de question de finir triste et seul. On sera triste ensemble, tu vois ça peur et t'en passes le seuil. Tu vois ça peur et t'en passes le seuil. La haine se propage comme un parasite et votre rancœur joue la serre avec ou sans fruit. Tu t'émancipes, ça paraît dur à croire. Ta conscience est sur le fil du rasoir. La haine se propage comme un parasite et votre rancœur joue la serre avec ou sans fruit. Tu t'émancipes, ça paraît dur à croire. Ta conscience... Extrait de Billy Joe sur le fil du rasoir, qui était un titre enregistré pour No Hate Speech Movement, cette grande campagne qui est toujours en cours aujourd'hui, intitulée plus simplement, parfois No Hate, tout simplement. Et c'est à travers cette campagne aussi que s'est formé ce groupe de cybercracks dont on va parler aujourd'hui. Charlotte de Mesmaeker, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du réseau Cybercracks, qui est en fait l'abréviation de citoyens responsables, actifs, critiques, créatifs et solidaires. Tout ça, c'est un beau programme. Ça vous fait un beau chapeau, hein, quand même. Ouais. Laurence Livens, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du pôle de formateurs No Hate, et Manu Ménil, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la campagne No Hate auprès du Bureau international jeunesse. Alors c'est vrai que c'est une campagne qui a été renouvelée jusqu'au moins en 2017, mais qui mériterait de toute façon d'être renouvelée jusque... Elle a déjà été renouvelée 2 fois. Voilà. Donc elle a été lancée en 2013 par le Conseil de l'Europe. Elle a été déployée dans plus de 40 pays. Et donc ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a eu la chance de mener des initiatives dès mars 2013 via le Bureau international jeunesse et un comité de campagne qu'on avait mis en place. Donc ici jusque fin 2017, c'est sûr. À mon avis, vous serez reconduit parce que ce qu'on voit sur Internet. De toute façon, vu la multitude d'outils et les gens qui sont engagés dans la campagne, je pense qu'il y aura des activités en 2018 sans faute. Oui. No Hate a déjà été une
série de vidéos qui ont été produites, des chansons comme on l'a entendu aussi, et une production aujourd'hui tout à fait originale. La meilleure façon finalement de combattre les discours haineux et discriminatoires sur Internet, c'est de tous se mobiliser. Et comme ce sont les jeunes qui sont particulièrement visés, parfois les plus sensibles à ce type de discours, soit parce qu'ils en souffrent, soit parce qu'ils finissent par y adhérer ou ils sont sensibles, eh bien, c'est à nous, citoyens, d'agir et d'instaurer le dialogue. Et c'est de cela qu'est partie cette idée de Cybercracks. Absolument. Donc justement, aider les jeunes, comme vous disiez tout à l'heure, Véronique, à ne pas rester passifs quand ils sont confrontés à des discours. Ils ont envie de réagir, mais ils savent pas forcément comment entamer un dialogue avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion. Donc justement, cette formation a été mise en place pour les outiller à faire face à tous les types de situations conflictuelles qu'on voit sur Internet. Ouais. Et honnêtement, quand moi j'ai vu cette campagne, je me suis un petit peu sentie coupable parce que je pense que nous sommes nombreux en tant qu'adultes aussi à ne pas susciter un dialogue lorsque nous sommes face à des discours haineux sur Internet et à soit passer son chemin ou éventuellement à faire un tri dans ses contacts et à baquer ce type de contact. C'est pas franchement la solution. Hein. Non, c'est sûr que moi c'est une réflexion que je me fais depuis, par exemple, Charlie Hebdo avec le visuel « Je suis Charlie, je suis pas Charlie ». Puis après les attentats en France où il y avait la possibilité sur Facebook de mettre un filigrane sur sa photo de profil avec le drapeau français. Ceux qui le mettaient étaient censés avoir une certaine opinion, ceux qui ne le mettaient pas. Donc c'est vraiment une dichotomie, une opposition incroyable entre les gens. Et je vois pas mal de mes contacts qui ont tendance, comme vous dites, à supprimer dès qu'il y a des avis contestataires et qui n'arrivent pas à se lancer dans une discussion constructive où on n'est pas obligé d'adhérer à l'opinion de l'autre, mais on peut partager des points de vue. Et justement, Internet est censé, parce qu'on ne veut surtout pas démoniser Internet, attention, on veut accompagner les jeunes dans l'utilisation de cet outil formidable qui permet d'être en contact avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Mais c'est sûr que c'est pas forcément évident de trouver les mots qui vont convenir à l'autre personne, qui vont pas être interprétés de manière complètement différente de ce qu'on voulait exprimer. Donc on pense que voilà, la formation Cybercracks est une des activités qu'on met en place. On pense que ça permet justement d'entamer cette réflexion de comment on peut faire pour s'exprimer d'une manière qui peut convenir à tous et qui peut enrichir l'autre. Et c'est vrai que moi, la raison personnellement, comme ça on dit tout, qui me pousse plutôt et plus particulièrement à ne pas réagir, c'est que parfois le discours est tellement carré, obtus, que je me dis, je peux rien faire contre ça, quoi. C'est même pas la peine. On va avoir une discussion sans fin. Pourquoi ? Peut-être parce que mon premier objectif est de faire changer d'avis la personne. Et là, je fais peut-être erreur, Laurence Livens, vous qui êtes formatrice. Je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est entrer en dialogue et voir en fait derrière ce discours très carré quelle peur va se cacher et donc quelle peur peut-être légitime. Les gens ont souvent derrière un discours de haine il y a de la peur et donc du rejet de l'autre et donc ça part effectivement avec des préjugés, de la discrimination et je pense que se mettre comme objectif de faire changer la personne d'avis, on part perdant et généralement on cristallise aussi le dialogue et donc finalement chacun repart convaincu qu'il a raison mais et repart dos à dos et à la limite en pensant que l'autre est un con quoi si vous me passez l'expression. Donc en fait c'est contre-productif. L'idée c'est pas de faire changer la personne d'avis mais c'est d'aller peut-être semer des graines d'ouverture à mais peut-être que mon avis aussi carré comme ça on peut le nuancer. C'est ouvrir des portes et des possibilités de voir autrement, d'avoir une autre optique sur une situation, quelle que soit cette situation mise en exergue à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est changer de regard. Essayer de changer de regard, de changer de lunettes, de paire de lunettes. On va voir comment vous y arrivez, surtout comment on fait pour former ce pool de Cybercracks. Charlotte de Messmacher, vous, qu'est-ce qui vous a incité à un moment donné où vous vous êtes dit j'ai quand même envie de faire quelque chose? Moi, j'ai été engagée dans la campagne dès son début, en fait. Oui. Avec d'autres filles, on a réalisé un jeu de société pour sensibiliser au discours de haine en ligne. Donc, on va faire des animations dans les écoles et avec d'autres jeunes. Et donc, quand la formation a été lancée, je me suis dit ça, c'est une occasion en or pour encore connaître plus de choses et avoir surtout des discussions avec d'autres personnes autour des discours de haine. Et je pense que ça m'a beaucoup appris. En fait, c'était vraiment basé sur une méthode d'éducation non formelle. Donc, on a eu beaucoup de discussions entre nous. Et ici, comme on le disait, on a vraiment appris à comment d'abord comprendre le discours de haine, donc le déconstruire, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce que les personnes pensent comme ça, et après, comment faire pour réagir.
Et donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant et aussi de se retrouver en un groupe pour pouvoir se porter l'un l'autre et pas être seul face à son écran, mais quand même sentir qu'il y a une communauté derrière pour porter les choses. Donc maintenant, on a un groupe Facebook et alors quand on voit des discours de haine ou quand on voit justement des discours positifs aussi, on se poste les trucs et on s'aide entre nous à réagir et à se partager du contenu, quoi. Je pense que c'est aussi la force d'Internet, comme le disait Manu, de pouvoir se partager des éléments ensemble. Vous voyez beaucoup passer, vous voyez beaucoup passer de messages Oui, c'est effarant. Dans notre jeu de société, justement, on a plusieurs exemples de discours de haine et chaque fois les jeunes demandent d'où est-ce que ça vient et c'est des exemples réels et on les trouve vraiment facilement. Donc ça, c'est pour ça aussi que le fait de ne pas réagir, je pense que le problème c'est que du coup, ça passe inaperçu et ça le banalise la chose, que si personne ne dit rien, le message continue à circuler, alors que peut-être oui, si on essaye de le déconstruire, on va rentrer dans une longue discussion, mais au moins, il y a un autre avis qui est émis par rapport à cette chose et on le laisse pas passer comme ça. Déjà, faut-il définir ce qu'est un discours haineux? Comment faire la différence entre une opinion personnelle et ce qui dérive vers le discours haineux ou discriminatoire d'ailleurs? On va en parler dans un instant avec vous. Et puis, vous êtes nombreux à nous avoir posé la question de vous redonner le lien de cette vidéo dont nous avions parlé avec Patrick Collignon dans l'émission Enfin libre d'être moi. Cette vidéo, c'est la peur de Ramèche et le lien a été remis sur la page de l'émission sur le site La Première. .be dans les commentaires. Vous retrouverez donc ce lien directement dans les commentaires. Parce qu'on ne peut malheureusement pas toujours vous répondre puisque vous ne laissez pas toujours une adresse mail pour vous répondre tout simplement. Donc voilà, vous la retrouverez là sans aucun souci. Nous parlons aujourd'hui des discours haineux et discriminatoires sur Internet. Comment faire pour les freiner? Eh bien, devenons tous des cybercracks ou essayons au moins de le devenir et on y revient dans un instant. 11h midi sur La Première. Question clé. Question clé. Avec Véronique Tiberghien. Peut-on freiner les discours haineux sur Internet? C'est la question que l'on pose à Charlotte de Mesmaeker, Laurence Livens et Manu Ménil, mais à vous aussi, qui réagissez par SMS au 60 31. Et aussi, si on ne peut pas toujours changer la personne d'avis, eh bien, on le fait pour les autres qui lisent les commentaires. Et ça, c'est vrai, je me suis déjà dit en lisant parfois certains commentaires, qu'est-ce qu'il ou elle parle bien et qu'est-ce que j'aimerais bien avoir les arguments qu'il expose. Et donc, faire ainsi, parfois aussi, des petits chez les autres, ouvrir des portes chez la personne à qui l'on parle, mais ouvrir des portes chez les autres aussi, ça peut être évidemment intéressant. Toujours est-il qu'il faut savoir comment et déterminer aussi ce qu'est un discours haineux ou discriminatoire sur Internet. Alors d'après l'UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, il y a quand même eu 365 cas d'initiation à la haine enregistrés en 2015. 92% venaient d'Internet et 126 plus précisément sur les 365 se retrouvaient sur Facebook et sur Twitter. Une majorité des jeunes ignorent où trouver de l'aide. Là, on l'a déjà dit aussi, mais je pense que c'est la même chose pour les adultes. Et finalement, 365 cas, ça paraît peu, mais Manu Ménil, c'est au fond parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent réagir aussi et essayer de déposer des dossiers quand ils sont victimes. Ouais. Donc généralement, si on a un réflexe de signalement, c'est plutôt à la plateforme, donc à Facebook ou Twitter, on va aller signaler la photo ou le commentaire, le post. Bon, honnêtement, mais par contre, si lancer une procédure, il y en a 3 ou 4 sur 5, à mon avis, qui vous diront je vais pas le faire sur Facebook, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais. Oui. On pense que ça ne sert à rien. Bon, a priori, ça sert quand même à quelque chose, parce qu'il y a pas mal de contenus qui ont déjà été supprimés grâce à des signalements. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même que la personne qui a posté le contenu reçoit une alerte et va peut-être par elle-même supprimer le contenu et entamer une démarche de réflexion par rapport à ce qui a été posté. Donc bon, on peut avoir, on a un avis partagé, enfin j'ai personnellement un avis partagé sur les méthodes de tri, de signalement à prendre en considération ou pas, mais c'est sûr que la plupart des gens ne savent pas qu'il y a toute une série de structures, d'associations qui peuvent les soutenir, les aider, voire entamer dans les cas les plus extrêmes des actions en justice avec eux, entre autres UNIA, mais il y a beaucoup d'autres intermédiaires, il y a l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, pour le sexisme en particulier. Il y a beaucoup d'associations qui font de la dissuasion, donc ils vont pas forcément être représentants légaux des personnes qui portent plainte, mais par contre, ils peuvent les aider à rentrer en contact avec une personne harcelante ou à faire supprimer certains contenus s'il y a un problème de droit à l'image ou voilà, de propos injurieux sur Internet. Et il y a beaucoup de cas où ça fonctionne. Donc d'une certaine manière, rien que faire remarquer à certaines personnes que ce qu'ils ont posté
aller au-delà de ce qui est tolérable, ça peut faire revenir en arrière, oui. Qu'est-ce qui est tolérable, justement, Laurence Lieven? C'est quoi un discours haineux? À partir de quand une opinion n'est plus qu'une opinion, mais devient une incitation à la haine ou un discours haineux? Quand elle attaque une personne ou un groupe de personnes sur base de leur sexe, leur âge, leur orientation sexuelle, leur orientation religieuse, leur origine ou leur handicap. Enfin voilà, il y a tout ce qui est discriminatoire, c'est-à-dire de rejeter l'autre parce qu'il a une caractéristique que pour une raison ou une autre on ne supporte pas, et c'est là la base du discours de haine, quoi. C'est la discrimination. Mmh. Et donc voilà, c'est simplement ça. Donc par exemple, si je dis cette animatrice est nulle parce qu'elle fait des liaisons foireuses, j'émets une opinion. C'est une critique, mais ça n'est pas un discours haineux. Mm-hmm. Si je dis cette animatrice est conne et elle est moche comme un pou, ça devient quand même déjà plus insultant. Mais ça n'est pas encore haineux non plus. C'est pas encore haineux non plus, non. C'est insultant, mais c'est pas encore haineux. On va arriver plus alors peut-être sur du sexisme. Ah oui. Il y a toujours moyen de trouver. Est-ce qu'on dit la même chose d'un homme? Est-ce qu'on dit cet animateur est nul et en plus il est moche? Enfin voilà. Et après. Évidemment, ça peut aller de la moquerie, qui parfois est limite avec de l'humour, mais bien que les enfants et les jeunes savent très bien faire la différence entre ce qui est moquerie et ce qui est la blague. Et nous aussi, je pense. Et donc, ça peut aller jusqu'à, effectivement, l'incitation à la violence. Mais tout ça vient du préjugé. Tout ça vient de... On met les personnes dans le même sac parce qu'elles appartiennent à une catégorie qu'on ne supporte pas. Ce serait plus alors, c'est plus facile à déterminer quand il s'agit par exemple de la problématique des réfugiés, où on a vu à un certain moment fleurir énormément de propos qui là étaient clairement discriminatoires, ou à l'encontre de certains candidats présidentiels, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, où là aussi on voit fleurir certains discours qui sont parfois très très limites, que pour sa propre personne parfois. J'ai pas compris votre question. C'était plus facile à l'encontre d'un groupe bien déterminé, parce que là on voit la discrimination qu'à l'encontre d'une personne. Oui, tout à fait. Mais il faut aller creuser aussi, de savoir effectivement, est-ce qu'on attaque la personne parce qu'elle fait partie d'un groupe qu'on discrimine. Et donc, quand il y a généralisation, c'est le début de toutes les femmes sont, tous les noirs sont, tous les handicapés sont, Donc là, c'est vraiment le début. Quand on commence comme ça, ça va vite dévier, quoi. Ça va vite dériver. Charlotte? Mais sur une personne en particulier aussi, alors c'est plutôt le cyberharcèlement. Si on choisit une personne et récurremment on va aller mettre des commentaires sur des photos, etc. Alors là, ça devient plus du cyberharcèlement. Mais moi, je voulais dire aussi que le discours de haine, il y a une définition de base, que peut-être Manu va expliquer après, je sais pas, qui a été définie par le Conseil de l'Europe et que nous on a un peu retravaillé ici en Belgique. Mais il y a rien à faire de toute façon, c'est pas blanc ou noir. On peut pas. Ça dépend un peu d'une personne, comment est-ce qu'on va interpréter. Il y a des codes de base pour déterminer si c'est un discours de haine ou pas. Mais moi, je vois bien dans les animations que je fais avec les jeunes, pour certains, ça va vraiment être un discours haineux, mais pour d'autres pas. Ce qui est important, je pense, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait aussi à l'autre, rentrer dans une forme d'empathie. Est-ce que si je recevais ce message à moi, est-ce que ça me ferait du mal ou pas? Donc essayer vraiment, comme il disait Billy Joe dans la chanson, de penser avant ce qu'on écrit, retiens tes doigts avant que ta tête ne regrette, et de se rendre compte ce que ça peut faire à l'autre personne. Manu? Oui, donc effectivement, comme Charlotte disait, la définition que nous on utilise pour faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes ce qu'on appelle discours de haine, c'est toute forme d'expression. Donc ça, c'est aussi important de se dire que c'est pas forcément un écrit, ça peut être une image, une vidéo, une chanson, qui propage, incite à, promeuve ou justifie la haine fondée sur l'intolérance, qui mène à de la discrimination envers un groupe ou envers un individu. Voilà, donc c'est très très large. Et alors tous les types de discrimination, Laurence en a parlé entre autres, le sexisme, l'agisme, le fait de discriminer des personnes sur base de leurs convictions religieuses. Il y a toute une série de critères qu'on appelle protégés ici en Belgique, 19 critères protégés qui concernent des caractéristiques qui nous sont propres. Et donc effectivement, définir véritablement quand on voit un commentaire si c'est un discours de haine, notre démarche en tout cas à nous, c'est plus de se poser la question de l'impact que ça peut avoir sur les personnes. Après, on n'a jamais entamé d'action en justice envers qui que ce soit, mais justement entamer un dialogue avec les personnes qui postent ces contenus pour leur faire comprendre que
certainement, ça a un impact sur des gens. Et par rapport aux commentaires dont on parlait tout à l'heure, je crois que, outre le fait de rentrer dans une discussion qui peut être stérile ou pas, à mon sens en tout cas, et je le fais souvent et ça me prend beaucoup de temps, c'est important d'aller questionner, d'aller stimuler l'esprit critique des gens aussi pour soutenir les personnes qui sont cibles de ce discours de haine. Parce que d'une certaine manière, quand on regarde les commentaires au bas d'un post et qu'on ne voit que des commentaires négatifs, si un jeune tombe là-dessus, il a 13 ans, il est en train de se questionner sur sa sexualité, il est homosexuel, il ne voit que des commentaires homophobes. Je pense que ça a un impact d'office sur sa manière d'appréhender son propre vécu, mais aussi la manière dont il va communiquer là-dessus avec sa famille, ses amis, etc. Donc d'office, ça influence notre vie hors ligne, parce qu'on dit toujours vie réelle et vie virtuelle. On essaie d'éliminer cet aspect-là vu qu'on est tout le temps connectés, les jeunes et les adultes. Mais je pense que aller poster un commentaire de 3 lignes pour dire je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit, je pense que, ne pensez-vous pas que, questionner les gens, ça peut vraiment avoir un impact positif sur les personnes qui sont visées par ce discours de haine. D'autant plus que, comme vous disiez tout à l'heure, Véronique, quand quelqu'un exprime quelque chose, une opinion dans laquelle vous vous retrouvez et qu'il l'exprime bien sur Internet et vous vous dites « Ouah, j'aurais bien aimé, moi, faire ce commentaire-là », simplement à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, dans votre cas, qui peuvent liker le commentaire et de voir que, effectivement, un commentaire, parmi plein de commentaires haineux, mais un commentaire positif et encourageant et non haineux de défense effectivement des droits de l'homme a recueilli une série de likes, là aussi ça a un poids. Même si on ne s'exprime pas tous, aller liker le positif, ça fait du bien. Ouais. Et montrer, effectivement. Ephraim a réagi, je suis d'origine musulmane et je me pose beaucoup de questions, notamment sur le droit de critiquer l'islam. Nous n'avons pas le droit de critiquer la réalité de la religion musulmane, car sinon ce serait de la calomnie. Pourquoi je reprends ce message aussi? Parce que depuis 2015, la plupart des plaintes déposées, que ce soit au Centre d'égalité des chances ou que ce soit à l'UNIA ou à d'autres organismes qui existent en Europe de manière générale, les propos concernant la religion et la discrimination concernant la religion sont revenus vraiment dans les numéros 1, quel que soit le pays, ils sont dans le trio de tête. Et ça montre aussi à quel point l'actualité et ce qui se passe autour de nous nous rend parfois beaucoup plus prolixes, que ce soit de manière positive ou négative sur un sujet ou l'autre. On va revenir sur ces questions-là et reprendre également le commentaire d'Olivier juste après ceci. 11h midi sur la première. Question clé. Question clé avec Véronique Tiberghien. Message également arrivé par SMS au 60 31. Peut-on freiner les discours haineux sur Internet? Et Marie a réagi en nous disant l'autre jour, une de mes amies a mis un post vidéo que je ne citerai pas, mais le seul commentaire qu'elle avait fait, c'était « Et si c'était vrai, ça serait vraiment choquant ». La première question que je lui ai posée, c'était de savoir pourquoi n'as-tu pas vérifié si c'était vrai avant de le poster. Et c'est souvent de cela dont il s'agit, c'est de rétablir parfois certaines vérités. Combien de fois sommes-nous assommés sur les réseaux sociaux ou même dans notre entourage par des vérités absolues que l'on nous bassine avec des chiffres et autres, qui n'est pas toujours évident de vérifier, ça c'est sûr. Mais Charlotte de Messmacher, c'est ça aussi parfois, les cybercracks, c'est de pouvoir faire une recherche pour voir si est-ce que les propos qui sont mis là sont vérifiés, solides, est-ce qu'ils tiennent la route. Oui, ça c'est un peu une partie d'éducation aux médias, je pense, mais c'est vrai que c'est très important avant de poster quelque chose, d'être sûr de ce qu'on dit, et alors aussi ça fait partie de la déconstruction des messages. Souvent on poste des chiffres, effectivement par rapport aux réfugiés, il y a eu beaucoup de chiffres, ils vont nous envahir, ils vont être autant, et ce qui est important c'est d'aller chercher de l'information. Alors après, nous on a appris plusieurs éléments où on pouvait essayer de trouver de l'information plus ou moins fiable, ou voilà comment comparer, recouper ses sources, etc. Ça, il y a des techniques qui sont bien connues, et du coup, ça peut permettre aussi de déconstruire un discours, de mettre parfois juste une vidéo qu'on trouve qui est pertinente et qui déconstruit le message. Au moins, moi, je ne m'engage pas spécialement dans un long commentaire, mais un élément peut parfois réussir à déconstruire le message. Mais c'est sûr que c'est la base, l'esprit critique et savoir réagir aussi beaucoup par rapport aux médias. Parfois, on voit des articles qui sont assez choquants et qui peuvent véhiculer des informations parfois pas tout à fait exactes ou influencer en tout cas l'opinion publique. Et nous, c'est aussi quelque chose d'important pour nous de déconstruire parfois certains messages
qui vont dans le mauvais sens ou qui sont pas tout à fait exacts. Olivier nous dit il y a 4 comportements à adopter pour créer un dialogue constructif, respectueux et intelligent avec autrui. 1. Le refus des arguments d'autorité. 2. Le refus des arguments ad nominem, donc en fonction de ce que la personne est. 3. Les injures et donc la violence verbale. Et 4. Le fait de présumer l'interlocuteur de mauvaise foi. Par exemple, dire qu'il est menteur. Nos élites politiques ne montrent pas le bon exemple car elles passent leur temps à se traiter de menteur, donc à s'insulter, car mettant en cause la bonne foi de l'autre. Il faudrait plutôt dire qu'on n'a pas le même avis ou qu'il s'agit d'une contre-vérité, mais pas de mensonge. Laurence Liven, c'est plutôt bien vu ça comme attitude. Oui, c'est sûr que cristalliser le débat, ça ne fonctionne pas. Et effectivement, traiter l'autre de menteur et de mauvaise foi, ça n'engage pas et ça n'entame pas un dialogue constructif. Et nous, dans la formation, en tout cas, les formateurs dans la formation et la sensibilisation des jeunes, le but, c'est vraiment d'aller les aider les accompagner à construire une réflexion en lien avec la liberté, la responsabilité, le discours de rejet. Et c'est effectivement pas d'aller leur sortir des argumentaires tout faits à plaquer contre un discours qui serait un discours de haine, quoi. Donc effectivement, je pense que les 4 attitudes sont des bons prémices pour engager un dialogue. Ça n'est pas toujours facile sur Internet non plus. Il faut avoir plus simple en live. Oui, c'est ça. Il faut avoir un bon interlocuteur qui réagit aussi en face de soi quand on veut le faire. André, je dis que répandre la haine sur Internet, c'est de l'énergie perdue tout simplement. De plus, le fait que ce ne soit pas avec des personnes que l'on côtoie en live fait qu'on peut se fâcher beaucoup plus facilement car il n'y a pas vraiment de lien. Et c'est vrai que le côté anonyme, parfois derrière les écrans, derrière les pseudo-Twitter ou autres, fait en sorte que c'est la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce qu'on sait à qui on s'adresse, et c'est plus facile d'être méchant quand on ne sait pas évidemment quand on peut se cacher derrière ces fameux pseudos, donc pas toujours évident à ce moment-là de déconstruire ou d'entamer un dialogue. Non, c'est certain. Non, c'est certain, c'est comme en voiture, on va plus facilement insulter quelqu'un quand on roule en voiture parce qu'on est protégé dans notre petite caisse qu'en vrai, oui. Donc c'est pareil sur Internet, on n'a pas la personne en face de soi. En face de soi, on est 10 fois moins agressif, c'est clair. Oui. Manu ? Après, je pense qu'en définitive, on n'a pas forcément besoin de l'anonymat pour s'exprimer, parce que si on va voir, et sans doute que vous connaissez bien ce type de contenu, les commentaires sous les articles de journaux, toutes les personnes qui s'expriment sous leur véritable identité, avec souvent une référence à travail à tel endroit. Et puis si on va voir leur profil n'est pas privé, donc il y a toute une série de contenus qu'on peut consulter. Donc je pense qu'il y a une espèce de dédouanement. On utilise quand même son prénom et son nom, mais on s'exprime de manière instantanée. Donc c'est aussi ce qu'on essaye d'apprendre aux jeunes, c'est de prendre du recul, de lire tout ce qui est posté avant d'aller rajouter sa propre contribution, parce que les articles de journaux, on le sait, ça arrive très très souvent, ils sont partagés juste à la lecture du titre, sans vérifier si c'est un article récent. Il y a eu tout un scandale l'année dernière avec un article qui avait été repêché de je ne sais où 2-3 années avant, où soi-disant les sapins de Noël allaient être interdits dans les administrations communales ou je ne sais plus quoi, et donc ça a fait beaucoup de mousse sur Internet parce que c'était censé être lié aux attentats, etc., et préserver les musulmans, ne pas leur afficher des symboles chrétiens. Bon, c'était des articles qui n'étaient pas du tout d'actualité, donc lire les contenus, ne pas se contenter de survoler, parce que c'est ce qu'on fait sur Facebook, le fil d'actualité, on fait défiler, on like par-ci par-là, et on le voit avec les jeunes, on a fait une animation où justement ils étaient connectés à un profil Facebook, et l'exercice c'était de consulter toute une série de contenus. Après 3 minutes, ils considéraient avoir tout consulté. Ils avaient 12 ans et c'était défiler le fil d'actualité et pas cliquer sur les liens, pas lire les articles, etc. Donc apprendre à tout lire, réfléchir par rapport à ce qu'on lit et puis seulement se dire est-ce que ça vaut le coup que j'aille amener une contribution et si possible une contribution qui va servir à la collectivité. Et pas juste dire tu es con,
c'est stupide. Voilà. Bon, ça, c'est valable pour les articles, c'est valable pour les photos, c'est valable aussi pour les vidéos, évidemment, que l'on retrouve sur Internet, et d'essayer de connaître parfois les sources, tout simplement, avant de les afficher, ou en tout cas peut-être argumenter avec la personne en utilisant les sources de ce type de vidéos. Ça peut aussi être une bonne façon de faire. Peut-on freiner les discours haineux sur Internet? C'est notre question du jour. Comment s'est passée la formation des cybercracks? Y en aura-t-il d'autres? Et quel a été l'impact aujourd'hui? On en reparle après la grande Sophie. Avec nous pour en parler en studio, Charlotte de Messmacher, Laurence Livens et Emmanuel Ménil. À savoir que vous pouvez aussi obtenir toutes les informations sur la meilleure manière d'agir sur une série de sites Internet dont on va vous donner l'adresse dans quelques instants. Juste le temps pour vous de prendre, pourquoi pas, un crayon, un bon vieux crayon et un bon vieux papier ou votre tablette tout simplement. 11h midi. Question clé Question clé sur la première. avec Véronique Tiberghien. Je vais le faire tout de suite parce que sinon je sais que je vais oublier et puis que je ne le ferai plus et on va avoir beaucoup de regrets, surtout moi évidemment de ne pas l'avoir fait. Alors je l'avais promis, deux sites internet que vous devez absolument aller visiter. Le premier c'est celui du Bureau international jeunesse, le BIJ, donc lebige.be, le bij.be. Et puis aussi pour avoir des informations et accéder à une boîte à outils plutôt bien faite, mais aussi à toutes les informations sur la campagne, le site nonalahaine.be, nonalahaine.be en un seul mot. Alors Manu Méni, quand s'est passée cette formation des cybercracks, qui y a participé et y en aura-t-il d'autres? Oui, donc la formation cybercracks, elle a eu lieu au mois de mars avec des 18-35 ans. Il y avait 30 participants et les modules de formation ont été établis par des membres de l'équipe pédagogique du Conseil de l'Europe, donc des formateurs expérimentés qui ont vraiment beaucoup l'habitude de travailler sur l'éducation aux droits de l'homme en utilisant l'éducation non formelle, donc comme Charlotte le disait, l'apprentissage et beaucoup de réflexion. Et donc voilà, les 30 participants sont restés en contact et on est en contact régulièrement avec eux. Il va y avoir d'autres formations cybercracks, tout à fait. Il va y en avoir une aussi hors ligne, donc avec 2 journées de formation pour des juniors, donc des 12-18 ans. Et on est en train de peaufiner le programme avec le délégué général aux droits de l'enfant. Et donc ça va être 2 journées, une journée, puis 2 semaines d'exercice en ligne et puis une seconde journée. Parce qu'on s'est rendu compte que ça manquait dans la formation précédente d'avoir des exercices en ligne. Et justement maintenant qu'on a développer les outils en ligne qui nous permettent de faire ça avec des participants. Voilà, on pense que ça va être d'autant plus productif. Et d'ailleurs, cet outil en ligne va être mis à disposition des cybercracks qui ont été formés au mois de mars et à disposition du pool de formateurs, vu qu'ils ont conçu des modules d'animation pendant leur processus de formation. Et donc, voilà, ça va être lancé samedi. Pour la journée internationale des droits de l'homme, on a décidé de lancer cette app, donc qui est aussi bien disponible sur ordinateur que sur smartphone. Et voilà, il y aura toute une série de contenus et des sections dédiées. Donc n'importe qui veut rejoindre notre plateforme No Hate peut accéder à ce site privé, comme on peut appeler ça. Donc il faut se loguer, se connecter, et donc beaucoup plus de ressources disponibles, des modules d'animation, de formation en ligne, parce qu'on se dit aussi que certaines personnes n'ont pas forcément envie d'aller à une formation en résidentiel ou à l'extérieur. On a eu le cas avec des jeunes qui, par exemple, sont de véritables militants sur la toile et qui ne veulent pas forcément exposer leur identité. Donc on s'est dit qu'on devait développer des modules de formation en ligne et élargir ce réseau cybercracks aussi au-delà de 35 ans, parce que n'importe quel citoyen... Des militants de quoi? Des personnes qui, justement, mènent des actions collectives ou de manière individuelle contre les discours de haine en ligne. C'est ça, contre les discours. Alors. Voilà, qui ont créé des groupes Facebook ou des blogs où soit ils vont aller épingler certains discours et puis écrire dessus et expliquer pourquoi ils considèrent que ça ne doit pas être toléré, ou alors qui mènent des actions, qui se partagent des contenus et qui vont aller faire des signalements de masse ou aller réagir sur certains types de contenus. Donc voilà, on va mettre ça en place à partir de samedi, et donc il y aura plein de choses, il y aura du direct, il y aura des sessions live, voilà, on invite tout le monde à venir voir sur nonalahaine.be comment on développe cet outil de travail. Donc il y en aura d'autres, en ligne et hors ligne. Avec des plus jeunes aussi, pas évident de travailler forcément avec cet âge-là Pour le coup, on a beaucoup l'habitude de travailler avec des 12-18 ans, vu qu'on fait beaucoup d'animations dans des écoles, avec des maisons de jeunes. C'est avec des vieux comme Charlotte que c'était plus compliqué. Voilà, c'est ça. Non, mais personnellement, j'aimerais même bien qu'on fasse des animations avec des encore plus jeunes. Oui.
Parce que, en définitive, c'est à la source, avant d'être confronté à tout ça, qu'il faut être préparé à ces choses-là. Parfois, par exemple, avec le jeu qui est utilisé, il y a des captures d'écran de certains contenus haineux. Il y a des écoles, des établissements scolaires qui considèrent que c'est trop choquant et qui ne veulent pas être responsables d'amener ce genre de contenu au sein de l'école. Bon, a priori, on n'a pas trop dû gratter pour accéder à ces contenus, donc les jeunes sont susceptibles d'y être confrontés. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'en parler avec eux hors ligne et de voir que voilà, on se met autour d'une table, on discute, comment on peut réagir, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on se rend compte que c'est pas forcément la vérité absolue ce qui est posté, et voilà, donc il y a toute une série de choses qui peuvent être faites avec des 12-18 ans. Après, c'est sûr qu'il faut se préserver si on commence à réagir à des contenus haineux, il ne faut pas le faire de manière trop cavalière, et voilà, il faut toujours prendre suffisamment de recul, et pour garantir un échange avec des adultes, là, cette formation junior, on va la faire avec des binômes. Donc il y aura un jeune qui a entre 12 et 18 ans et un adulte référent, comme on appelle ça, donc que ce soit un prof, un éducateur, un parent, grand frère, grande sœur, peu importe, voire même un cybercrack senior, vu qu'on les appelle les seniors maintenant, ou un membre de notre équipe de formateurs, si des jeunes n'ont personne qui peut les accompagner, justement pour confronter et voir c'est très instructif, je pense, pour des adultes, de voir quelle est la manière d'utiliser les réseaux sociaux chez cette tranche d'âge-là. Voilà. Charlotte de Messmaker, la senior, hein. Oui, vous qui êtes cybercrack, vous avez suivi cette formation. Aujourd'hui, quel impact elle a sur votre utilisation quotidienne des réseaux sociaux et autres? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a un groupe qu'on partage ensemble pour le moment sur Facebook. Après, je pense qu'on va migrer sur le site. Ce sera peut-être plus facile pour avoir des échanges. Mais je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses sur place qu'on met en action au quotidien. Moi, j'avoue que j'aime bien beaucoup partager des contenus positifs aussi. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme de cyberpatrouilleur, parce que moi, je me sens pas du tout le rôle d'aller punir les personnes. C'est la presse qui vous a appelé un peu on n'aime pas. Je préfère dire cybercrack. Je trouve que c'est plus positif. Et moi, j'aime bien publier aussi des discours qui propagent les droits de l'homme. Voilà, aussi de se dire ça. Et alors, entre nous, en ligne, donc comme je dis, on soutient les personnes qui font face à des discours de haine, et on essaye aussi de répondre. Et alors, il y a aussi tout le côté hors ligne. Je pense qu'on a réussi à, du coup, tous un peu dans notre entourage, élargir la campagne. Il y a beaucoup plus de gens maintenant qui connaissent la campagne, et ça commence à faire un peu mouche partout. Et alors aussi, on participe à quand il y a des journées d'action, par exemple la journée des droits de l'homme, on essaye de faire des actions de sensibilisation grand public aussi, avec tout le monde. Voilà. Mais je pense aussi que c'est une façon de penser, et que maintenant on voit plus les choses de la même manière. Et moi, effectivement, je continue à faire beaucoup d'animations avec le jeu, et au fur et à mesure, j'apprends beaucoup plus de choses, et j'arrive peut-être à faire naître des choses aussi chez les jeunes. Et je voulais aussi dire quelque chose par rapport aux animations avec les jeunes. On se rend compte qu'en fait, c'est une thématique qui est pas beaucoup abordée dans les écoles et avec les jeunes, et ils ont besoin d'en parler parfois. Ça ouvre des espaces de dialogue qui sont importants pour eux, je pense. Donc peut-être que c'est une thématique importante à aborder. Deux personnes ont réagi par SMS, deux personnes différentes, pour signaler à peu près le même propos. Elles disent toutes les deux que elles ont déjà, à plusieurs reprises, non pas entamé un dialogue avec les personnes dont elles trouvaient les propos limites, mais simplement posté un rappel de la loi en matière de discrimination et de lutte contre la discrimination, et que parfois ça a simplement suffi à éveiller la conscience de la personne. Et de fait, l'autre personne précisait qu'il ne faut pas non plus préjuger des intentions de la personne qui fait ce poste. Elle a déjà remarqué que souvent la colère et la non-réflexion fait que l'on poste quelque chose, mais que l'on peut le regretter assez rapidement, et que la personne souvent nettoie elle-même ses propres propos. Laurence Livens, c'est vrai que ça peut déjà être efficace, ça. Ah oui, tout à fait. Moi, tout à fait, absolument. Je pense qu'effectivement, parfois, on réagit sous le coup de l'émotionnel, et il faut faire remonter la réflexion dans le cerveau, quoi, dans le cerveau qui réfléchit, pas dans le cerveau qui agit. Pas le sur reptilien. Un coup de tête. Voilà, pas le reptilien, l'autre, le préfrontal s'il y a moyen. Donc, effectivement, ça c'est super important, et c'est parfois justement ça qui est la difficulté dans
dans le discours de haine ou dans le dialogue, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle avec ses tripes, ses émotions, dans la peur et dans la colère et pour faire remonter la réflexion à un niveau effectivement où on peut donner des chiffres et déconstruire des liens qui n'en sont pas, des liens de corrélation qui n'en sont pas. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est passer du reptilien au préfrontal. Et je voulais juste aussi rebondir sur ce que Manu disait tout à l'heure par rapport aux plus jeunes dans les écoles primaires. Il y a quand même beaucoup d'actions dans les écoles primaires en lien avec le vivre ensemble, ou la déconstruction des préjugés. Alors on l'appelle pas comme ça parce que c'est un peu rébarbatif, mais il y a beaucoup d'animations et d'associations qui s'occupent de ça, et effectivement ce serait intéressant de pouvoir lier en fait ces actions, parce que déconstruire les préjugés quand on est petit, et il y en a déjà, donc ça prévient en tout cas des dérives après qui pourraient prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, puisque normalement en primaire ils ne sont pas encore actifs sur les réseaux sociaux. Juste après la visite de Saint-Nicolas, mon cher petit, on va aujourd'hui déconstruire tes préjugés. Tout à fait. C'est bête, cadeau. D'ailleurs, on a eu plusieurs réflexions de personnes qui disent c'est souvent sous le vocable de l'humour. Il entend souvent ça chez les jeunes. Je ne retombe pas sur son message tout de suite, mais il me semble avoir lu ça. Chez les jeunes, souvent, il y a le côté mais c'est pour rire, etc. Alors oui, il y a quand même aussi une forme d'humour. C'est pas museler non plus la liberté d'expression dont il s'agit, mais de faire la différence entre justement les choses qui sont tolérables, celles qui ne le sont pas, et celles qui sont aussi condamnées évidemment par la loi. Alors toujours difficile aussi de faire acter la loi par rapport à ce qui se fait sur les réseaux sociaux et autres, mais je vous rappelle qu'il existe des organismes auprès desquels vous pouvez déposer des dossiers si vous êtes victime de discrimination ou de propos haineux, et que ces dossiers, si vous allez lire le rapport de l'UNIA, eh bien souvent ils avancent et ils vont même parfois au civil s'il faut aller jusque-là. Donc il y a quand même un suivi qui est fait. On rappelle les deux sites sur lesquels vous devez absolument aller, c'est nonalahaine.be pour ce mouvement contre les propos haineux sur Internet, et puis aussi le BIJ pour avoir des informations, le BIJ pour obtenir toutes les informations sur les prochaines formations. Il y aura tout ça aussi dans les onglets agenda, actualité, boîte à outils. Vous retrouvez énormément d'informations. Merci à vous d'être venus dans cette émission. On vous souhaite bonne continuation. Évidemment, on va suivre ce dossier et pas plus tard que cette semaine, on reviendra encore sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Podcast, la première.